Jean Miguida, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié dans les presses de l'ITCJ La paix des braves en Centrafrique, chemin pour la consolidation de l'état de droit. Oui. Oui. L'ouvrage qui analyse les ressorts et les défis de l'accord politique de paix et de réconciliation signé à Khartoum, sous l'égide de l'Union africaine, en 2019. Paraffé, oui. Paraffé à Khartoum et signé à Bangui. Et signé à Bangui. Oui. D'accord. Il est lié à... C'est un accord de type... C'est un accord en vue de la résolution de la crise en Centrafrique. Effectivement. Alors, cet ouvrage fait une analyse prospective de cet accord dénommé APPR-RCA, Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. C'est un accord donc qui est supposé aider dans le processus de paix en République centrafricaine. Un processus de paix qui a duré parce que la Centrafrique ou le Centrafrique est confronté à plusieurs conflits depuis des années. Et cet accord est le 8e Du genre, oui. du genre pour tenter d'en sortir de ce conflit. Il a été analysé dans le cadre donc du droit à la paix. C'est son contexte d'étude parce que le droit à la paix est un droit consacré par des instruments internationaux tels que la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, entre autres, et aussi des systèmes juridiques nationaux qui l'ont inséré. Donc, il participe du mécanisme non juridictionnel de résolution des conflits ou bien de garantie de ce droit à la paix. Alors, avant de revenir à l'ouvrage, je veux savoir pour nos téléspectateurs, comment en sommes-nous arrivés là? Oui, par rapport à la situation centrafricaine. La situation centrafricaine, elle est un peu, si on doit repartir très loin dans l'histoire de ce peuple, déjà à la veille des indépendances, le premier président a disparu dans des conditions jusqu'à présent non élucidées. Et je parle de Barthélemy Boganda. Et pratiquement tous les présidents qui sont arrivés, ils sont arrivés au pouvoir par les armes et ils en ont été chassés aussi par les armes. Je vais juste citer quelques-uns. Après la mort de Boganda, il y a eu le président qui l'a remplacé, mais que Bokassa l'a chassé pour prendre sa place. Il est revenu et Bokassa lui-même a été chassé par André Kolimba. Et c'est en 1993 qu'on a dit enfin une situation allait changer. Parce que là, en 1993, il y a eu des élections considérées comme démocratiques qui ont porté au pouvoir Ange Félix Patassé. Mais les espoirs ont été aussi déçus puisque quelques années après, Ange Félix Patassé a été chassé par François Bozizé. Et François Bozizé lui-même a dû être chassé par une coalition de rebelles, la Séléka. Et donc, nous sommes allés d'interruption de constitution à interruption de constitution jusqu'à ce qu'on en arrive à une période transitoire, celle dirigée par une présidente, Catherine Samba-Panza, qui a remis le pouvoir à Touadéra, qui a été élu démocratiquement. Et donc, dans cette période transitoire, il y a eu un forum national à Bangui en 2015
qui a souhaité qu'il y ait un accord pour un nouveau pacte national en vue d'une page nouvelle pour le pays. Entre les différents acteurs, les belligérants de la crise. Exactement. Et donc l'accord, la PPR, est quelque part fruit de ces desiderata du forum de Bangui. Alors, les élections générales, l'élection présidentielle notamment, avaient eu lieu en 2020. 2016 d'abord, le premier mandat de Touadéra. Oui. Et 2020. 2020, Oui. la toute dernière. Oui. L'accord avait été paraphé le 6 février 2019. Signé le 6 février, paraphé 5 à Khartoum et signé le 6 février à Bangui. 2019 à Bangui. Oui. Quels étaient les acteurs? Les acteurs qui ont signé ces accords, cet accord, c'est le gouvernement de Archange Touadéra et 14 groupes rebelles qui se sont mis ensemble comme l'autre partie à cet accord. Et bien sûr, il y a des tierces parties qui sont l'Union africaine et les pays amis de la Centrafrique qui garantissent un peu la mise en œuvre de cet accord. Alors, quel est le contenu de l'accord, de la PPRCA de 2019, concrètement? À noter qu'il est le 8e, vous l'avez d'ailleurs dit, c'est le 8e accord du genre. Oui. Quelle est sa spécificité? Cet accord se veut un instrument pour remettre le pays dans le chemin d'un état de droit. Et donc, mais un état de droit réconcilié, parce que les critiques de l'autre partie, donc la partie des belligérants, étaient que le pays était géré de façon inégalitaire. Certaines régions du pays n'étaient pas prises en compte ou dans le projet de l'État, abandonnées, et qu'il y a aussi des questions d'ordre religieux, donc des conflits interreligieux. Ce sont toutes ces questions et des questions aussi économiques, parce qu'il y a le partage des bénéfices des ressources naturelles qui posaient problème. Et donc, il fallait prendre en compte toutes ces questions politiques, sociaux, économiques et proposer des jalons pour qu'on en sorte de ces interminables difficultés à gérer ce pays de façon transparente et de façon à ce que tous les fils du pays puissent en bénéficier. Donc le contenu, il est autour de ces questions politiques, sociopolitiques et économiques de la Centrafrique. Et donc il y a les engagements de la part de l'État pour la mise en œuvre de ces questions et l'engagement aussi de la part des belligérants qui doivent garantir à l'État la bonne foi pour le laisser travailler en vue de sortir de ces crises-là. Alors, 3 ans après, nous sommes en 2022, ouais. Peut-on dire que l'accord a produit des effets ou produit-il des effets pertinents aujourd'hui? Avec l'actualité, avec la résurgence de quelques conflits, de quelques violences par-ci, par-là? Dans notre analyse, nous avons pu voir que la mise en œuvre, elle n'est pas facile de cet accord. La mise en œuvre n'est pas facile parce que malgré cet accord, nous avons assisté à des violations graves qui compromettent même cet accord. Le droit à la vie, par exemple, le droit de circuler, donc d'aller et de venir, qui sont des droits fondamentaux qui ont été négligés et que surtout la partie des belligérants n'a pas, selon nous, n'a pas trop respecté cet accord. Le comble, c'est que à la veille des élections de 2020, nous avons assisté à une rupture pratiquement de plusieurs groupes rebelles signataires de cet accord qui ont encore constitué une coalition CPC pour conquérir le pouvoir par les armes. Et donc, on voit bien la difficulté de la mise en œuvre de cet accord, due à la mauvaise foi, parce que dans l'accord, il était question de toutes les deux parties
de bonne foi, veulent aller à la paix en signant cet accord. Mais en voyant ces faits, bien sûr, on laissera à une juridiction compétente de juger qui a tort dans cette affaire, mais les faits sont parlants et ils nous montrent bien qu'il y a eu certaines personnes qui ont désisté, qui ont rompu ou qui ont retiré leur accord dans cet accord pour la paix. Et nous avons vu les difficultés que la Centrafrique est en train toujours de rencontrer. Alors, vous avez basé votre étude, à noter qu'il est le fruit de vos travaux de recherche, sur l'APPR-RCA de 2019. Mais ailleurs, nous avons d'autres accords, des accords de paix dans le sens de la résolution des tensions internes au sein des États entre différentes factions ou alors entre l'ordre gouvernant et des partis, des groupuscules armés. Parfois. Peut-on dire que les accords de paix sont des panacées, des moyens de résolution définitive des conflits? En effet, en voyant la scène politique africaine, nous avons comme impression que tous les conflits qu'affrontent nos pays, les pays africains actuellement, les solutions qu'on veut apporter passent par les accords de paix. Ils sont donc devenus comme une clé pour résoudre ces conflits. Mais parler de leur efficacité, on voit bien que ce n'est pas tous les accords qui ont été signés dans les différents conflits africains qui ont porté les pays concernés ou bien les parties concernées à la paix désirée. Ce qui veut dire que l'accord de paix est un des outils pour solutionner un problème ou des problèmes ensemble qui peuvent mettre en difficulté la bonne marche d'un pays. Mais évaluer leur efficacité, cela dépend de chaque contexte. Chaque contexte est différent et les conjonctures ne sont pas les mêmes, de sorte que pour qu'il puisse être une panacée ou une clé de réussite dans la résolution des conflits, il faut certains paradigmes que moi je pense, ce sont par exemple ce paradigme trouvé par William Zartman qui dit pour qu'un accord de paix puisse réussir, il faut prendre en compte le facteur temps. Il faut trouver le bon moment pour signer l'accord de paix. Parce que si on se précipite sous les pressions de la communauté internationale ou bien d'un médiateur qui se propose dans un conflit donné, le médiateur, par exemple, peut vouloir forcer la main aux deux parties pour arriver à signer un accord et brandir cela comme un trophée pour lui et montrer que j'ai réussi à les mettre d'accord. Mais on voit bien que des accords arrachés de cette façon ne font pas long feu, ne portent pas à la paix que tout le monde désire. Mais si on laisse les belligérants eux-mêmes, ou bien les parties belligérantes elles-mêmes, demander, parce qu'elles ont vu que cette guerre ou bien ce conflit les épuise, alors on a des chances de réussir un accord solide parce que les deux parties en ont marre de la guerre, en ont marre de toujours se chamailler et donc elles veulent plutôt changer. Et là, on peut être sûr que la paix peut arriver au bout de cet accord. Merci Jean Méguina. C'est sur ces mots de fin, ces beaux mots de fin que nous achevons cette présentation de votre ouvrage « La paix des braves en Centrafrique, chemin pour la consolidation de l'état de droit », publié aux presses de l'ITCJ en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. À très bientôt sur Africa TV. Merci.